Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture de à peu près toutes mes lectures depuis juillet, mi-août. J'ai quand même beaucoup lu là durant l'été et ça fait très longtemps que je vous avais pas fait de bilan lecture, donc je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson, mettez-vous à l'aise parce que on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai envie de vous parler, c'est le tome 5 des aventuriers de la mer de Robin Hobb chez J'ai lu. Donc là ce tome 5 s'appelle Prison d'eau et de bois. Comme vous le savez, j'adore cette saga de Robin Hobb. Je pense que je la préfère à l'Assassin Royal pour l'instant. Je vais pas trop rentrer dans les détails du résumé parce que c'est un tome 5 donc je voudrais pas vous spoiler, mais on retrouve nos personnages principaux, notamment Althea, Brachen, Ambre et Parangon qui vont écrire une nouvelle histoire commune entre eux. On sent que des choses se préparent mais que c'est pas encore, ça va arriver par la suite. On retrouve aussi Malta qui se fait courtiser par deux prétendants et qui joue un peu un jeu dangereux puisque elle reste encore une enfant, enfin une adolescente, et elle veut grandir trop vite. Donc c'est un petit peu dangereux. Et puis on a toujours Yémen et le capitaine pirate Kenneth qui voyage, qui navigue même sur la Vivacia, donc ce Vive-Nef, bateau magique, hein. Et puis il y a surtout qu'il y a une révolte qui gronde à Terryville, dans la ville marchande, où en fait on a les anciennes familles de marchands et les nouvelles familles de marchands qui vont se faire la guerre parce qu'ils ne sont pas d'accord d'un point de vue politique, notamment sur la question de l'esclavage. C'est hyper intéressant, c'est hyper foisonnant, c'est plein d'aventures, les personnages sont hyper bien construits. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si on sent que ce tome 5 est un peu un tome passerelle. On sent que c'est un peu le calme avant la tempête, il y a des choses qui se préparent, mais voilà, moi ça me m'attise un petit peu, ça me titille ma curiosité pour lire la suite, parce que vraiment, j'adore. Voilà, lisez les aventuriers de la mer. Apparemment, j'ai cru comprendre que ça allait se recouper avec l'Assassin Royal, mais pour l'instant, à partir du tome 5, ça s'est pas encore recoupé avec l'Assassin Royal, donc je ne sais pas. Mais j'ai très envie de lire la suite, ça c'est une certitude. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est une biographie, et c'est vrai que c'est rare que je lise des biographies, mais bon, que voulez-vous, on m'avait offert ce livre à Noël, donc je me suis dit je vais le lire. Donc c'est une biographie de Yves Saint Laurent qui s'appelle Le Soleil et les Ombres, c'est de Bertrand Meyer-Stablé et de Linda Maache, et c'est publié aux éditions Barquilla. C'est une biographie, donc ça va être un petit peu la rétrospective de la vie de Yves Saint Laurent, ce grand couturier que vous connaissez tous. Alors moi c'est vrai que je suis pas très fan de haute couture, de mode, tout ça, je suis pas trop une fashionista, donc j'avoue que je m'intéresse assez peu à cet univers. Mais j'ai trouvé que c'était une lecture assez intéressante, ne serait-ce que d'un point de vue culture générale, j'ai aimé en apprendre plus sur la vie de Yves Saint Laurent et aussi sur la mode, enfin j'ai appris plein de choses sur la mode. La plume des deux auteurs est vraiment hyper belle, les phrases sont hyper bien cousues, c'est très beau, on sent que les deux auteurs sont passionnés par le sujet. Ils sont vraiment passionnés par le sujet et ça donne envie ça transmet un petit peu leur passion à travers l'écriture. Malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, notamment les passages où il parlait, il s'extasiait un petit peu sur les défilés, sur les tissus, sur les vêtements, les formes des vêtements, les mondaines de l'époque qui venaient à assister au défilé de Yves Saint Laurent, tout ce gratin un peu parisien. Voilà, ça m'a un petit peu moins intéressée parce que moi ce qui m'intéressait plus c'est vraiment la vie de l'homme, comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu, cette légende de la haute couture, et aussi un petit peu la part sombre puisqu'il avait aussi des addictions, une certaine dépression, enfin voilà, ça n'allait pas toujours bien dans sa vie. Mais bon voilà, je trouvais que c'était quand même une lecture assez intéressante, j'ai appris plein de choses, notamment par exemple, je sais pas si vous le saviez, mais le trench coat, ça provient de la Première Guerre mondiale, puisque les poilus dans les tranchées avaient des manteaux, et que le trench coat de la mode a été inspiré des manteaux des poilus durant la Première Guerre mondiale, donc c'était quand même intéressant, ce genre de petite anecdote que tu peux ressortir en soirée. J'ai ensuite lu un beau bébé qui est La Communauté des Esprits de Philippe Pullman, donc c'est le second tome de la trilogie de la poussière. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Rappelez-vous, j'avais lu La Belle Sauvage il y a
quand c'était sorti, je crois que c'était il y a 3 ans quand même. Moi je suis une inconditionnelle de Philippe Pullman et de notamment sa trilogie À la croisée des mondes qui a bercé mon adolescence, mes années collège. Pour moi ça fait partie, au même titre que Harry Potter ou que Ewilan de Pierre Bottero, ça fait partie de ces sagas qui ont marqué ma vie de lectrice dans mes années collège, préadolescence, adolescence. Et donc forcément que je me devais de lire cette nouvelle trilogie de Philippe Pullman. Donc le premier tome, La Belle Sauvage, se passait 10 ans avant À la croisée des mondes, quand Lyra était un nourrisson, où on rencontrait notamment Malcolm, qui a tenté de la sauver quand elle était bébé. Et La Communauté des Esprits se passe 10 ans après À la croisée des mondes, donc il y a vraiment une ellipse de 20 ans entre le premier et le deuxième tome. Et là on retrouve Lyra qui a 21 ans. Alors c'est une jeune femme, elle est étudiante. Alors ça va pas très bien entre elle et son démon Pan, parce que tous les humains dans cet univers ont des démons qui sont un peu une partie de leur être, une partie de leur âme, et ce sont des démons qui ont des apparences d'animaux. Pan et Lyra sont pas très bien, ils se disputent beaucoup, et puis ils ont la capacité de pouvoir se séparer depuis les événements de À la croisée des mondes, parce que normalement dans cet univers les humains et leurs démons ne se séparent jamais, mais là Lyra et Pan peuvent le faire, et il se trouve que Pan va décider de partir parce qu'il reproche à Lyra d'être devenue trop rationnelle, trop raisonnable, et qu'elle a totalement perdu son imagination. Donc du coup il va décider de partir à la recherche de l'imagination de Lyra. Et il pense qu'elle est quelque part dans le désert du Moyen-Orient, dans notamment ce qu'on appelle l'Hôtel Bleu. Alors on ne sait pas trop si c'est une légende ou si c'est vraiment vrai, une espèce de laboratoire dans le désert où il y aurait des expériences, on ne sait pas trop. Et donc Pan va partir, et forcément Lyra va se retrouver sans lui, elle va découvrir qu'il est parti durant la nuit, et elle va se mettre à la recherche de son démon et partir dans ce voyage un peu initiatique jusqu'au Moyen-Orient. Tout ça sur fond un petit peu politique et religieux, puisqu'on a un espèce de push qui va se passer aussi du côté du magistérium. Voilà, il y a vraiment une montée en puissance de l'intolérance, et c'est vraiment quelque chose de très prégnant dans l'œuvre de Pullman. Cette partie un peu plus politique et religieuse, avec des questions très philosophiques, très métaphysiques, c'est super intéressant, et c'est pour ça que c'est vachement intéressant quand on est adulte de lire ce livre aussi quand on est adulte. J'ai trouvé ce tome-ci beaucoup plus mature que À la croisée des mondes, forcément, même l'héroïne est plus grande, enfin elle est adulte. J'ai beaucoup aimé en fait cette séparation entre Pan et Lyra. Je trouvais que c'était une belle métaphore aussi du passage à l'âge adulte. Donc voilà, après on sent quand même que c'est un tome de transition, il n'y a pas 36 000 événements, 36 000 rebondissements, il y avait parfois peut-être certaines longueurs. C'est quand même un beau bébé qui fait plus de 600 pages. J'ai adoré l'univers, mais c'est vrai que voilà, c'est un tome 2, c'est un tome passerelle, un tome de transition, mais ça laisse quand même présager de bonnes choses pour la suite. Donc je lirai le 3e tome quand il sortira, on ne sait pas quand, peut-être dans 3 ans, on ne sait pas. Mais je le lirai avec grand plaisir, ça c'est sûr. Ensuite, je me suis embarquée dans mes lectures pour le prix Nouvelle Voix du Polar, dont j'ai été jury encore une fois cette année. Et donc j'ai commencé mes lectures avec Le Pensionnat des Innocentes d'Angela Marsons. Donc c'est chez Pocket. On est sur un thriller anglais avec une ambiance très brumeuse, très sombre, un petit peu gothique, ça j'ai beaucoup aimé, mais je pense que j'en avais beaucoup trop d'attentes. Alors pour l'histoire, on va suivre donc l'inspectrice Kim Stone et son équipe qui vont être mandatées sur une enquête. Une femme a été noyée dans sa baignoire et sa maison a été incendiée, comme si le criminel essayait de faire en sorte qu'on découvre le cadavre assez rapidement, comme pour prévenir la police. Quelques jours plus tard, une autre victime, un autre homme, va se faire assassiner dans son salon. Pareil, il va être découvert assez rapidement. Et les deux enquêtes vont se recouper, puisqu'en fait ces deux personnes se connaissaient, puisqu'ils avaient travaillé tous les deux dans le passé dans un pensionnat pour orphelines. Et il se trouve que la première victime, donc la femme de la baignoire, essayait à tout prix d'empêcher des fouilles archéologiques qui devaient avoir lieu dans le parc dans lequel se situait le pensionnat en question.
Et donc ils se disent, bon, il doit y avoir un truc dans ce parc, dans ce pensionnat, enfin, cet ancien pensionnat qui est complètement à l'abandon, c'est une ruine aujourd'hui. Donc ils vont commencer à aller fouiller aussi le sol et ils vont déterrer des cadavres. Donc forcément il va y avoir une double enquête entre qu'est-ce qui s'est passé dans ces cadavres qui ont été déterrés dans le parc du pensionnat. Évidemment c'est des meurtres qui remontent à une dizaine d'années, et puis ces nouveaux meurtres, est-ce que voilà, il y a une histoire de vengeance, on ne sait pas trop. Donc Kim et son équipe vont essayer de démêler tout ça, c'est plein de secrets du passé, de secrets enfouis, etc. J'en avais beaucoup d'attentes parce que tu me dis pensionnat, cadavre, secrets du passé, etc. Moi ça me hype de fou. Mais oh, c'était pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. J'ai bien aimé quand même l'ambiance très brumeuse, très sombre, un peu Dark Academia, mais n'est pas King, Stephen King ou qui veut, parce que j'ai trouvé que, je sais pas, j'étais un peu gênée notamment par l'humour des personnages. L'équipe de Kim, ils s'envoient des pics à longueur de temps, mais c'est censé être de l'humour. Alors je sais pas si c'est parce que c'est anglais, que l'humour anglais est spécial, mais personnellement j'ai trouvé que c'était un peu malaisant, limite de la méchanceté gratuite, un peu de harcèlement, je sais pas. Moi ça m'a gênée. Je préfère quand même prévenir qu'il y a des scènes atroces, donc warning, scènes de viol, scènes de meurtre, de découpage de cadavres, enfin voilà, c'est très de torture, enfin c'est vraiment, voilà, il y a des scènes un petit peu, voilà, il faut avoir le cœur accroché. J'ai bien aimé en savoir plus sur le passé de l'héroïne, donc de cette inspectrice Kim Stone, qui semble avoir eu une enfance difficile. Tout au long du livre, c'est vrai que l'autrice sème quelques indices, et puis après on a un vrai flashback sur ce qui s'est passé dans son enfance qui est assez terrible. Mais pour autant, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à cette inspectrice. Donc voilà, on va dire que ça se lit bien, c'est carré, la fin est propre, ça tient la route, mais ça n'a pas été un coup de cœur. C'était une lecture plutôt sympa, mais sans plus. Pas de quoi donner un prix, en tout cas pour moi. Toujours dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar et toujours dans la même catégorie roman étranger, j'ai lu Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Et alors là j'ai beaucoup plus aimé, j'ai vraiment été surprise d'apprécier cette lecture. Donc c'est un thriller psychologique, un thriller suédois où on va suivre une famille qui en apparence a l'air tout à fait normale. On a le père Adam qui est pasteur, la mère Ulrika qui est avocate, et ils ont une fille de 19 ans qui s'appelle Stella et qui travaille comme vendeuse chez H&M. Elle met de l'argent de côté pour faire son voyage, le voyage de ses rêves en Asie. Donc tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour cette famille, jusqu'au jour où Stella va être arrêtée, va être inculpée pour le meurtre d'un homme qui a été tué sur une aire de jeu pour enfants. Alors là, bien sûr, le père et la mère sont complètement effondrés. On va avoir, alors la construction du roman est assez intéressante puisqu'on va avoir les trois points de vue des trois personnages. Donc au début on est avec Adam, ce père de famille. Alors on découvre l'histoire à travers son regard, d'un point de vue un peu extérieur, parce que lui il n'a pas assisté aux événements, il a vécu sa vie tranquille avec sa femme ce fameux vendredi soir où il s'est passé ce drame. Sa fille n'était pas à la maison, elle est rentrée un peu tard. Lui, il l'a croisée lorsqu'elle est rentrée parce qu'il n'arrivait pas à dormir tant qu'elle n'était pas là, tant qu'elle n'est pas en sécurité. Et j'ai trouvé que vraiment l'auteur arrivait à retranscrire un petit peu ce truc d'être dans la tête d'un père qui s'inquiète pour sa fille, même si sa fille est majeure, même si elle est adulte. Pour lui, ça sera toujours son bébé, son petit enfant qu'il faut protéger. Et j'ai trouvé ça très très touchant. Ensuite, on va voir l'histoire du point de vue de Stella, donc dans la tête de cette jeune fille presque adolescente. Elle a 19 ans, donc elle est très jeune encore. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur adapte son vocabulaire et son discours en fonction des personnages. Donc vraiment, on a vraiment l'impression d'être vraiment dans la tête de différents personnages qui n'ont pas du tout les mêmes personnalités. Et Stella, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais pas apprécié. Ouais, elle est très ambivalente, on ne sait pas trop si elle n'a pas des troubles de la personnalité, que ce soit peut-être borderline ou bipolaire, on ne sait pas trop. Ce qui fait qu'on peut se dire peut-être qu'elle a fait, peut-être qu'elle n'a pas fait, elle est coupable ou pas, on ne sait pas, et on va suivre un peu sa vie en détention provisoire, qui est
très difficile évidemment. Et puis enfin, la troisième partie, on est dans la tête de la mère Ulrika qui est avocate et qui du coup essaye elle de rationaliser le tout, d'avoir vraiment ce point de vue juridique. Et puis on va assister au procès jusqu'au dénouement qui, ma foi, la fin est un peu ouverte mais pas tellement quand même. On sent que l'auteur a quand même dirigé sa fin pour nous faire comprendre de manière un peu implicite qui a fait le coup, qui a pas fait le coup, enfin voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors ça sera pas non plus un coup de cœur monumental, mais franchement j'ai été agréablement surprise par cette lecture qui se lit extrêmement facilement, extrêmement rapidement, malgré le fait qu'elle fasse plus de 600 pages. Ça se lit tout seul et le fait d'être dans la tête des personnages, ça rend la lecture encore plus addictive. On a vraiment envie de savoir le dénouement. Donc vraiment, voilà. Entre les deux, pour la catégorie roman étranger, moi personnellement j'ai voté pour celui-ci. Évidemment, je ne sais pas encore le résultat, il sera annoncé au mois de septembre pour savoir qui sera les lauréats pour la catégorie roman étranger et pour la catégorie roman français. Pour en savoir plus, je vous recommande de me suivre sur Instagram puisque je l'annoncerai en story. Donc quand je le saurai, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et donc là, je vais vous parler donc des 2 romans pour la catégorie française. J'ai commencé par lire Et avec votre esprit d'Alexis Lebsker, donc toujours chez Pocket. Ici on est sur un thriller français plutôt orienté dans l'univers scientifique. On va avoir 2 enquêtes en parallèle. D'un côté on va suivre l'inspectrice, la commissaire, je sais plus, Pourson, qui elle est missionnée donc sur un meurtre qui a eu lieu à l'université de Strasbourg, puisqu'on va découvrir le cadavre d'un éminent professeur, je crois qu'il est physicien, qui a été sauvagement assassiné dans son laboratoire. Et particularité, il a été prélevé de son cerveau, quand même assez barbare. Et en parallèle, on va suivre l'agent de la DGSI, Simon Verne, qui est fan de probabilité, de mathématiques et de poker, et qui est assez doué, même s'il a des méthodes un petit peu borderline. Il va enquêter sur la disparition d'un éminent physicien du côté de Lyon, qui a disparu, on ne sait pas pourquoi, et il va réapparaître quelques jours plus tard, complètement amnésique, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et donc il va essayer de creuser un petit peu pour savoir s'il y a eu d'autres disparitions de scientifiques. Et effectivement, il y a eu d'autres scientifiques qui ont disparu pour réapparaître quelques jours plus tard. Tous étaient amnésiques, bizarrement. Mais ça s'est passé du côté de Aix-en-Provence, Marseille, plus dans le sud. Donc il va aller là-bas où une jeune inspectrice, Marion Masteroux, je crois qu'elle s'appelle son nom de famille, est déjà sur cette enquête-là. Donc ils vont essayer de recouper leurs informations, ça va les mener jusqu'à Paris, etc. Pour essayer de comprendre pourquoi ces scientifiques se font tous enlever, et comme si on voulait faire des expériences sur eux pour récupérer leur intelligence, leur connaissance, etc. Et tous ces scientifiques ne sont pas n'importe quel scientifique, puisque ce sont les meilleurs dans leur domaine. Il y en a même un qui est prix Nobel, enfin voilà. C'est un petit peu mystérieux tout ça. J'ai bien aimé, franchement au début j'étais pas franchement convaincue parce que moi les sciences c'est pas trop ma tasse de thé. Même si j'ai fait un bac S, je suis partie après en lettres modernes, donc pour vous dire que les maths, les sciences, je n'en pouvais plus. Pas trop mon domaine, mais finalement ça se lit plutôt bien. C'est vrai qu'au début la plume était quand même très descriptive, très froide, très clinique, mais finalement ça va bien avec le propos. Et j'avais peur qu'on s'attache pas au personnage, mais finalement on s'y attache, ça va, on se laisse embarquer par la plume, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Après, petit bémol quand même sur la relation qui va se nouer entre Simon et Marion. On le voit venir, c'est un peu tarte, c'est un peu cuculapraline. Bon, c'était franchement pas nécessaire hein, pour moi dans les thrillers de mettre un petit peu de romance. Bon, je sais bien que ça fait vendre, hein, c'est peut-être un peu plus bankable, mais moi je supporte pas trop. Autant dans les séries ça me dérange pas du tout quand c'est un peu mielleux, autant dans les thrillers, dans les livres, j'ai un peu plus de mal. Allez savoir pourquoi. Mais bon, en tout cas c'était quand même une bonne lecture, je suis ressortie de là avec un sentiment d'être plutôt satisfaite, voilà, de ma lecture. Pas un coup de cœur, pas quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire à tout jamais, mais une plutôt chouette lecture. Et le deuxième roman pour la catégorie française, c'est Pour Sœur le refuge de Vincent Ortiz. Alors ce bouquin se passe dans les montagnes enneigées du Montana, où il neige, où il y a des avalanches, enfin vraiment, et moi j'ai lu ça sur la plage.
J'avais pas le choix, hein, c'était pour le prix, donc je pouvais pas le lire en hiver, parce qu'on avait des deadlines évidemment. Mais du coup c'était un peu perturbant de lire un livre qui se passe en hiver avec de la neige où il fait très froid alors que j'étais sur la plage au soleil. C'était un peu bizarre. Mais bon, j'ai pu quand même me plonger un peu dans l'histoire. Donc on va suivre Ted qui est flic et qui se rend dans sa maison secondaire qui est plus une espèce de chalet cabane au fin fond des montagnes. Sur la route, et il va tomber sur une voiture qui est en panne, qui est garée sur le bas-côté, et il se trouve que cette voiture appartient au juge Edward. Et Edward, lui, il est embêté parce qu'il devait se rendre dans l'état voisin pour aller délivrer son fils qui a été incarcéré pour trafic de drogue. Donc il va aller délivrer son fils, sauf qu'il tombe en panne malheureusement au milieu de nulle part. Du coup, Ted va lui proposer gentiment de la mener dans son pick-up et de lui proposer l'hospitalité pour la nuit et que il le déposerait en ville le lendemain matin pour qu'il puisse appeler une dépanneuse, etc. Edward, n'ayant pas trop d'autres solutions, accepte. Il va finir par s'endormir dans le pick-up et là, Ted va l'amener jusqu'à sa cabane, il va l'installer sur le divan. Et quand Edward se réveille le lendemain matin, il découvre qu'il est donc chez Ted, mais qu'en plus il y a des montagnes de neige qui sont tombées durant la nuit et qu'il est complètement coincé dans cette cabane et qu'il ne pourra pas aller en ville et qu'il va devoir rester plusieurs jours enfermé avec ce flic, cet homme qu'il ne connaît pas et qui en plus commence à avoir un comportement de plus en plus étrange et un peu flippant. Je vais pas en dire plus parce que la quatrième de couve, je trouve, spoil énormément du bouquin. Vraiment, je ne comprends pas cette quatrième de couverture. Ça n'a rien à voir. On a trop d'attentes et en fait ça se passe que à la fin du bouquin, donc vraiment ne lisez pas la quatrième de couverture si vous voulez vous lancer dans ce roman là. Lecture un petit peu en demi-teinte pour moi. Parce que d'un côté j'ai bien aimé la psychologie des personnages, cette ambiance un petit peu étrange où les personnages sont pas du tout manichéens, ils sont pas tout blancs ou tout noirs, il n'y a pas un gentil, un méchant, ils ont tous une certaine forme d'ambivalence, ils sont à la fois gentils et méchants, ils sont des nuances de gris en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très très réaliste pour le coup. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux, notamment la fin où les actions se sont vraiment accélérées comme une explosion, un feu d'artifice. Un peu comme dans des blockbusters hollywoodiens, un peu testostéronés, tu vois, avec Bruce Willis. Un peu cette image-là que j'avais, et du coup, moi, j'ai pas été franchement convaincue. Ça me semblait un peu trop gros, un petit peu tiré par les cheveux. Voilà, trop invraisemblable pour moi, notamment sur la fin. Même au début, je me suis dit, oulala, ça commence mal, parce que quand Ted arrive dans sa cabane avec Edward qui dort dans son pick-up, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre Edward dans ses bras pour le déposer telle une princesse Disney sur le canapé et le recouvrir d'un plaid. Donc c'est forcément une attention très sympathique, mais je me dis c'est quand même deux hommes adultes. À quel moment ce genre de scène arrive dans la vraie vie? Il suffisait de réveiller Edward et de lui dire va te coucher sur le divan quoi. Bon évidemment du coup l'effet de surprise du réveil d'Edward qui découvre cette neige au beau matin et qui comprend qu'il va être enfermé, qu'il est coincé là, bon, c'est sûr que s'il avait été réveillé pour aller lui-même sur le canapé, ça n'aurait pas été la même chose. Mais enfin, je trouvais que c'était quand même un peu bizarre. Peut-être que je pinaille, c'est fort probable. Mais enfin voilà, donc lecture un peu mitigée pour ma part. Et donc entre ces deux romans, mon cœur a balancé pour celui-ci, j'ai voté pour celui-ci. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas quels seront les résultats, je vous les communiquerai en septembre sur Instagram. Et enfin, la dernière lecture de ce méga long bilan lecture, j'espère que vous êtes encore là, que vous êtes réveillés, parce que là, croyez-moi, c'est un coup de cœur. Enfin, un coup de cœur, j'en ai pas eu beaucoup depuis le début de l'année, à croire que je deviens de plus en plus difficile dans mes lectures, mais alors là... Ah, c'était génial, c'était génial. Donc la nymphe endormie d'Hilaria Tutti, encore chez Pocket, hein, décidément, j'ai pas fait exprès. C'est le tome 2 des enquêtes de la commissaire Teresa Battaglia. Souvenez-vous, j'avais lu le premier tome sur le toit de l'enfer, c'était l'année dernière, justement dans le cadre du prix Nouvelle Loi du Polar, qui avait déjà été un gros coup de cœur, ce premier tome que j'avais beaucoup adoré. Et alors, ce tome 2 est encore meilleur.
encore meilleur. Pour l'histoire, on va suivre donc Teresa et son équipe, notamment son bras droit, l'inspecteur Massimo Marini. Tous les deux sont missionnés dans un musée. Ils se demandent est-ce qu'il y a eu un cadavre dans un musée, donc ils vont aller sur place. C'est le conservateur du musée qui a fait appel à eux parce que il a expertisé un tableau qu'une personne a voulu vendre, sauf que ce tableau a été peint avec du sang. Et après analyse, il s'agit bien de sang humain et vu la quantité et tout, ça laisse présager que la personne à qui appartient ce sang est décédée. Et en plus c'est du sang qui provient du cœur, du sang un peu cardiaque. Du coup, ils se disent, ouais, forcément il y a eu un meurtre pour ce tableau. On sait très bien qui c'est qui a peint ce tableau, il s'agit de l'oncle de Adrien, je crois, qui s'appelle, je sais plus, un neveu qui s'occupe de son oncle qui végète depuis les années 40. Il ne parle plus, il ne bouge plus, il est complètement... en fait, il s'est légumisé lui-même, hein. Il n'a pas de maladie, il n'a pas de dégénérescence, il a choisi de ne plus marcher, de ne plus interagir avec le monde. En fouillant dans le grenier familial, le neveu va tomber sur ce tableau qu'il va vouloir vendre et faire expertiser par le conservateur du musée. Et là, ben, il se trouve que ce tableau, qui représente une jeune fille en train de dormir, donc d'où la nymphe endormie, une jeune fille très très belle. Elle était peinte dans les années 40, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors évidemment, Teresa et Massimo vont aller se rendre au chevet de ce fameux oncle qui a peint ce tableau, sauf que évidemment il ne va pas répondre, il ne va pas réagir, il est légume, hein, vraiment. En faisant l'analyse du sang, ils vont découvrir une anomalie génétique qui se trouve être dans le Val Rhésia, qui est une espèce de vallée un peu enfermée sur elle-même, où les familles, enfin oui, il y a une certaine forme de consanguinité, en fait tout le monde vit dans des coutumes ancestrales dans cette vallée très précise qui est assez préservée du reste du monde. Du coup ils vont aller se rendre sur place pour essayer d'enquêter et ils vont très vite identifier la personne qui est représentée sur ce tableau, qui était une jeune fille du village dans les années 40, donc Anisa. Elle a disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et donc on va suivre notamment sa petite fille, on ne sait pas sa petite fille, c'est sa petite nièce qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et puis voilà, on va essayer de comprendre ce qui va se passer ce qui s'est passé dans les années 40 avec Anisa qui est décédée et pourquoi on a peint ce portrait et qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça sur fond de Seconde Guerre mondiale, mais aussi les secrets qui vont remonter à la surface et qui vont du coup conduire à de nouveaux meurtres. Donc il y aura voilà, cette double enquête présent-passé. C'était super addictif, c'était génial, j'ai adoré l'ambiance du bouquin. En plus, ce que j'aime beaucoup chez Ilaria Tuti, c'est qu'elle mêle dans ses histoires toute forme d'art, que ce soit de l'art pictural, voilà, des tableaux, mais aussi de la musique, de la poésie, enfin voilà, c'est très très beau, c'est hyper bien écrit. On compare souvent cette autrice à Donato Carisi au féminin, mais je trouve que ouais, enfin je sais pas si les auteurs de thrillers italiens sont très bons, mais en tout cas moi j'adore Donato Carisi et je trouve qu'Ilaria Tuti c'est vraiment une plume à découvrir et à suivre. J'ai adoré aussi la relation qui se tisse de plus en plus entre Teresa et Massimo. Donc Teresa qui est une femme d'un certain âge, elle est commissaire, elle a plus de 60 ans et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des personnages féminins vieux, enfin d'un certain âge. Et en plus elle est atteinte d'Alzheimer, de diabète, elle commence aussi à perdre vraiment sa mémoire et ça commence à la faire flipper. Et puis Massimo qui est en proie, qui est un jeune homme de 30 ans mais qui est en proie un petit peu à des conflits familiaux qui remontent dans son passé, notamment sa relation à son père, etc. Et je sais pas, il se noue une relation presque filiale entre les deux et c'est très beau, voilà, c'est très beau, ils doivent être confrontés à leurs propres démons, mais en même temps ils s'épaulent, ils s'entraînent et même s'ils s'envoient des pics, c'est toujours avec beaucoup d'affection et vraiment j'ai adoré même les paysages dans cette vallée, cette nature luxuriante, c'était beau. Et puis il y a tout un aspect très féministe avec cette culture, ces coutumes ancestrales, la femme aussi, à la fois un petit peu sorcière, un petit peu chamane, un petit peu guérisseuse, accoucheuse. Vraiment le féminin sacré est très bien retranscrit aussi dans ce bouquin. Bref, j'ai adoré, immense coup de cœur. Je lirai le prochain tome parce qu'à mon avis il y en aura d'autres, des enquêtes de Teresa Battaglia, mais je lirai la suite avec grand plaisir, même j'en attends
avec grande impatience, mais vraiment allez-y si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est vraiment génial. Voilà, j'en ai terminé avec cet immense bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres, si vous en avez déjà lu certains que j'ai présentés. Et puis voilà, si vous avez fait de belles lectures durant cet été. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu parce que ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir aussi à l'algorithme. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!